merci de votre invitation, merci de votre présence, de votre gentillesse. Vous savez, je me nourris, j'ai vécu dans ma vie des oppositions et des conflits atroces. Je me nourris, je me revigore, je renais de toute votre gentillesse, de tout votre soutien, je vous assure, c'est très très précieux. On m'a dit, mais comment tu fais pour traverser la France comme ça dans tous les sens? Mais je viens m'abreuver à l'amour que les gens me portent et je vous assure que je vous suis très très reconnaissante d'être là, vraiment. Quand on m'a dit en 1976 que l'avortement ne serait pratiqué que dans les situations de détresse, je l'ai cru. Quand on m'a dit que le Pacs ne deviendrait pas le mariage pour les personnes de même sexe, j'ai eu des doutes. Quand on nous a dit que le mariage pour tous ne serait pas la gestation pour autrui, j'ai compris que ça allait arriver et c'est arrivé. Accrochez-vous. Si je vous dis qu'on prépare l'interdiction, je dis l'interdiction pour les parents de s'opposer à une opération de changement de sexe pour leurs enfants, vous devez me croire. L'information est tombée sur un site observatoire de la famille qui s'appelle Family Watch. On annonce que les gouvernements devront exclure les souhaits des parents qui s'opposent à la transformation hormonale et chirurgicale de leurs enfants désireux de changer de sexe. Alors c'est pas une décision, c'est juste une préconisation, mais c'est toujours comme ça que ça a commencé. Cette information est tirée d'un journal d'éthique médicale qui s'appelle Journal of Medical Ethics, une revue professionnelle américaine qui n'a certainement pas pouvoir décisionnaire. Mais c'est toujours comme ça que ça commence. Voici ce que dit ce journal américain. Le journal d'éthique médicale poursuivra sa pratique de longue date consistant à s'engager dans les questions moralement controversées d'une manière qui ne porte pas de jugement et vise à la discussion scientifique et critique des questions morales en médecine et en soins de santé. On va donc discuter des questions morales avec une approche scientifique et critique. L'éthique médicale semble donc un contresens, ce sera soit moral, soit médical, l'un ou l'autre. On a donc la science pour contrer la morale. Eh bien, nous sommes au cœur du sujet. Et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Quelques faits divers. En octobre 2018, on a rapporté qu'une petite fille de 4 ans avait été violée dans la cour de récré par 3 bambins de son âge. On a dit violée, brutalisée, entravée, immobilisée, déshabillée et pénétrée. L'année précédente, quand elle en avait 3, elle avait subi le même sort au même endroit. Quelle fut la réaction de Michel Créoff, vice-présidente du Conseil national de protection de l'enfance? Accrochez-vous. Ce type d'acte n'est pas fréquent, mais pas exceptionnel non plus. On est à l'âge des premiers émois, à un stade de développement où la curiosité émerge, notamment au niveau sensoriel et sexuel. Vous avez bien entendu, les premiers émois aujourd'hui consistent à violer ses camarades de maternelle. C'était comme ça de votre temps? On a trouvé mieux depuis. Dans l'Essonne, en juin dernier, juin 2023, une petite fille de 4 ans a été violée dans sa cour d'école maternelle par 2 grandes de 5 et 7 ans. J'ai dit des petites filles qui violent des petites filles. Avant 5 ans. Vous allez pouvoir dormir, vous? Et depuis quand la curiosité des enfants se porte-t-elle sur le sexe? Eh bien, depuis quelques décennies déjà. Depuis l'invasion du porno, auquel tout le monde a accès. Depuis l'invention des droits sexuels, une aberration absolument criminelle. Et depuis que l'éducation à la sexualité est obligatoire à partir de l'école maternelle. C'est ce dont nous parlait notre ami tout à l'heure. Vous avez les standards de l'Organisation mondiale de la santé qui le disent. Depuis que les enfants sont sexualisés par un monstrueux programme mondial de destruction de l'enfance et de la famille. Voulez-vous encore une preuve? J'en ai des tonnes. En voilà une. L'UNICEF, le Fonds d'urgence humanitaire de l'ONU pour la défense des droits de l'enfant, institué en 1946, vient d'affirmer que la pornographie n'est pas toujours nocive pour les enfants. Vous avez entendu ou je répète? Je répète. L'UNICEF vient d'affirmer que la pornographie n'est pas toujours nocive pour les enfants. Comprendre. Il y a une mauvaise pornographie et une bonne. On va donc éviter la mauvaise en leur procurant la bonne. On va donc procurer de la pornographie aux enfants sur préconisation de l'UNICEF. Il faut voir les choses en face. Les grandes agences des Nations Unies font, depuis des décennies à présent, la promotion de la sexualisation des enfants dès leur plus jeune âge. Cela passe par une éducation à la sexualité obligatoire à partir de l'école maternelle.
Les programmes sont explicites, ils sont disponibles à qui veut les ouvrir. Ils portent l'estampille de l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, l'UNESCO pour la culture et l'éducation, le Conseil économique et social des Nations Unies, l'ECOSOC, suivi par l'Europe et toutes ses instances, et toutes les instances nationales, notamment en France. Et croyez-moi, on n'en manque pas. Ils font explicitement et sans ambiguïté la promotion d'une sexualité axée sur la jouissance et totalement déconnectée de la reproduction. C'est officiel. Et l'apprentissage de la masturbation dès les petites classes. Quand je dis ça à des gens, ils me disent c'est pas vrai, on a encore vérifié il y a 5 minutes, on a sorti le programme, et là il y a marqué quoi? Entre 0 et 4 ans, on leur apprend à se masturber. La promotion de toutes les perversions sexuelles, sodomie en tête. La promotion de l'avortement sans le consentement des parents. L'avortement est devenu un droit de l'homme fondamental, droit de la femme évidemment, vous avez compris. La banalisation de la prostitution, ah non, la banalisation du travail du sexe. Prostitution, c'est un gros mot. Et puis putain, non, il y a des travailleuses du sexe. La marginalisation des valeurs familiales dénoncées comme contraignantes, liberticides et oppressives. Papa m'a dit non, on va le mettre en prison. Allez, rêvons. La promotion de l'adoption comme un droit. Vous savez ce que c'est que le droit d'adopter? C'est un droit sur les enfants des autres. C'est ça le droit d'adopter. La criminalisation de l'autorité parentale. On a introduit dans le droit français l'interdiction de la fessée. C'est impossible à appliquer sans un flicage des familles. Et je vais préciser encore, c'est encore plus grave que ça, ça n'est pas l'interdiction de la fessée proprement dite, c'est l'interdiction de toutes les violences physiques et psychologiques. Alors la fessée ou la gifle, admettons que ce soit une violence physique, c'est quoi une violence psychologique? Violence psychologique. C'est la criminalisation de l'autorité des parents sur les enfants. On nous annonce par petites touches la fin programmée de toute décence, de toute autorité et de toute morale. C'est un renversement officiel des valeurs. On connaît les promoteurs de ces horreurs et ils ont, en France à tout le moins, une cible privilégiée, les catholiques. Et bientôt ça va être les musulmans, croyez-moi, ça se prépare. Et les réactions se préparent également. Leurs arguments séparent des oripeaux d'une science, on l'a vu tout à l'heure, c'est la science qui va contre la morale, une science fallacieuse qui affirme que le sexe est une distraction saine et que les enfants y ont droit dès leur naissance. Je répète, dès leur naissance. Tout le monde le dit désormais, c'est dans tous les programmes et c'est scientifique. Scientifique, dites-vous. C'est ce qu'affirme depuis les rapports Kinsey, c'est ce qu'on affirme depuis les rapports Kinsey publiés en 1948 et 1952 et qui sont repris ad nauseam depuis lors par tous les professionnels de l'éducation et de la santé, suivant les conseils et instructions de grands malades qu'on appelle des sociologues. Kinsey n'était pas sociologue, il était entomologiste spécialiste des guêpes, mais c'est pourtant lui le père de la sexologie moderne. En France, on écoute les sexologues depuis 1968. Ça fait donc plus de 50 ans que ça dure et que ces gens-là nous font la misère. Qu'a raconté le rapport Kinsey? Alors Kinsey, monsieur avec un gros nœud papillon, une tête de bon papa, enfin on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Kinsey affirme dans ses rapports que la sexualité, sous n'importe quelle forme qu'elle se pratique, est toujours bénéfique. N'importe quelle forme, vous avez entendu. Il n'a donc pas d'âge pour s'y adonner. Si c'est bon pour les vieux, c'est bon pour les jeunes. Un enfant ne peut pas être victime d'un adulte avec qui il a eu un rapport sexuel. C'est la réaction de ses parents qui le trouble, pas le fait en lui-même, dont il a forcément joui. La plupart des Américains, quoi qu'ils en disent, pratiquent la sodomie à tout va, l'avortement en masse et l'adultère sans complexe. Il a sorti ça en 1948. Les Américains étaient horrifiés de l'apprendre. C'était pas du tout l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. La publication de ce rapport à la sortie de la Seconde Guerre mondiale a traumatisé une Amérique glorieuse, morale et fière de ses valeurs. C'est en montrant une réalité insoupçonnée qu'on a changé de paradigme et que les valeurs ont été inversées. C'est le rapport Kinsey qui a déclenché la révolution sexuelle. C'est la première gigantesque opération d'ingénierie sociale devenue totalement victorieuse puisqu'elle a gagné le monde entier. Il y a un avant et un après Kinsey. Avant Kinsey, le sexe est réservé au mariage qui est celui d'une vie. La fidélité est une valeur sûre. L'autorité paternelle coule de source. Papa est protecteur et maman nourricière.
On ne parle jamais de sexe devant les enfants et il y a une censure au cinéma pour interdire l'accès des jeunes aux programmes explicites. On apprend aux jeunes à s'accepter, à se maîtriser et à s'accomplir. Depuis le rapport Kinsey, on couche pour s'amuser. L'avortement est un droit fondamental et une priorité nationale, je l'ai vu, priorité nationale. On le pratique à l'insu des parents à l'infirmerie des écoles. On promeut partout l'homosexualité et on invente un nouveau délit, l'homophobie, pour celui qui n'est pas d'accord. On fournit aux enfants des informations explicites, en images et en couleurs, sur tout ce qui touche au sexe en leur expliquant que c'est bien et que c'est leur droit. On retire les enfants des familles qui sont trop sévères. L'invasion pornographique atteint les gosses par leur téléphone portable et cette pornographie est de plus en plus sadique et violente. On inculque aux enfants, il n'y a jamais eu autant de maladies sexuellement transmissibles et la violence sexuelle explose partout. On inculque aux enfants à l'école qu'ils ne sont pas obligés de garder le sexe qu'on leur a assigné à la naissance. On promeut leur droit de décider, tout seul, d'une opération chirurgicale lourde et irréversible pour changer de sexe, comme si on pouvait changer de sexe. Personne n'a jamais changé de sexe. Depuis que le monde est monde, on change d'apparence. On ne change pas de chromosome. Or, il se trouve que la réalité révélée par Kinsey, dont je vous ai parlé ci-dessus, n'en était pas une. Kinsey a triché et menti. Il a inventé pour l'Amérique une sexualité débridée qui était la sienne à lui et celle des pervers dont il s'était entouré à l'université, où la fondation Rockefeller est venue le chercher pour lancer une révolution mondiale. La révolution sexuelle a été voulue, planifiée, organisée par des pervers richissimes et eugénistes dont on connaît au moins deux organisations, l'Institut Rockefeller et la CIA. Ce sont eux qui ont financé des expériences terrifiantes sur des enfants et des malheureux sans défense dans des programmes abominables d'études sur le cerveau. Kinsey était un de leurs agents. Ils ont permis à ces pseudo-recherches de changer le monde. Et ils ont réussi à cacher que Kinsey était un sadomasochiste, un menteur, un pervers, partisan d'orgies abominables auxquelles participaient son épouse et tout son staff, spécialement recrutés sur ses pratiques sexuelles déviantes. Tout Kinsey est une imposture, l'imposture sur laquelle repose tout le programme actuel de destruction de la famille promu par l'ONU et ses agences. Et en France, le 12 décembre 1975, le journaliste de l'émission Radioscopie, Jacques Chancel, recevait à 18h sur France Inter le sexologue Gilbert Torgmann, 49 ans, tout nouveau président et cofondateur de la Société française de sexologie clinique. Florilège. La sexualité, dit-il, a été jusqu'à récemment chargée d'émotions, d'interdits, de culpabilité. Et nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de cette culpabilité et de ces émotions. Pour beaucoup, il est difficile de concevoir une science qui s'occuperait de ces problèmes intimes et qui risquerait peut-être pour certains de démystifier, de dépoétiser l'acte sexuel, ce dernier refuge de notre vie intime. Ah bon ? Alors la sexologie est là pour débarrasser les relations sexuelles de la morale et des émotions. C'est lui qui le dit, hein. C'est le docteur Torgmann, j'ai réécouté la radioscopie. On promet ici une sexualité immorale et mécanique. C'est bien ce qu'elle dit. Vous comprenez comme moi. Vous savez ce qu'il chantait la même année, Guy Béard ? Mes amours étaient bonnes avant que les docteurs me disent que deux hormones nous dirigent le cœur. Maintenant quand j'aime je suis content que ça ne vienne plus de mes sentiments. Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en litige? Maintenant quand j'aime ça vient plus de mes sentiments. La science l'a dit. Ah bon? Ça vient de quoi? C'est de la science du sexe, la sexologie. La toute nouvelle Société française de sexologie clinique allait délivrer des formations diplômantes à Paris 7 notamment. Donc la Société française dont Gilbert Torgmann était un des cofondateurs. Gilbert Torgmann a publié quantité de livres. Voici la liste qu'en dit Wikipédia. Encyclopédie de la vie sexuelle, de la physiologie à la psychologie, 1973. Comment comprendre et vaincre sa dépression, par rapport avec le sexe, admettons, en 1981. La femme et son plaisir en 86. Alors moi j'adore quand un type vient m'expliquer mon plaisir. Vous, je sais pas. Enfin bref. J'ai pas acheté le livre. Je sais pas, et la frigidité féminine et son traitement. C'est pas beau ça. Oh, merci docteur.
Alors attention, je vous signale qu'il y a 2 autres livres qu'on ne trouve pas sur la liste de Wikipédia. Ah, pourquoi ça? Mais par contre, je les ai trouvés sur le catalogue de la médiathèque de Bourges. Tenez-vous bien, La vie sexuelle pour les 6-9 ans. 1985, Fernand Matin. La vie sexuelle pour les 10-13 ans, la même année. Pourquoi c'est pas sur Wikipédia, en fait? Hein? On se demande. Comme tous ses pairs, Gilbert Torgmann validait donc la sexualisation des enfants à l'école. Et Wikipédia a jugé bon de ne pas le dire. C'est Wikipédia. Il n'y a donc plus de morale ni d'émotion. C'est de la science. Comme tous ses pairs, Gilbert Torgmann se référait donc aux découvertes de Kinsey. Gilbert Torgmann fut affectueusement surnommé le pape de la sexologie française. Ben, figurez-vous qu'il est tombé pour viol en 2002. Viol de ses patientes. Les charges contre lui étaient telles que même avant son procès, il lui fut opposé une interdiction d'exercer. C'est-à-dire qu'on a commencé par le mettre en prison. Vous savez qu'on est toujours présumé innocent. Hein. Ben, lui, il était présumé innocent, mais mis en prison quand même, pour pas qu'il continue. 7 plaignantes et 33 témoins sont venus raconter comment, au cours de ces très scientifiques consultations, toutes dénuées d'interdits obsolètes et d'émotions superfétatoires, abusant de son autorité, il avait joui de ses patientes qui, sidérées, avaient enfoui leur malaise sous la honte et le silence. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça marche. Pour certaines, les ravages furent tels qu'elles décidèrent de porter plainte. Le bon docteur se justifia, je le cite, « Entre gestes diagnostiques ou thérapeutiques et gestes sexuels ou interprétés comme tels, la limite peut être difficile à trancher pour quelques patientes fragilisées et endoctrinées. » Les examens que nous pratiquons chez ceux qui nous consultent sont, pour un dysfonctionnement sexuel, conservent un caractère strictement médical. On n'avait donc pas affaire à des... Alors, fin de citation, on n'avait donc pas affaire à des victimes, à des imbéciles endoctrinés qui prenaient un brillant sexologue pour un sale cochon. Des idiotes, des idiotes. L'affaire fit grand bruit, et les plaintes se mirent à tomber par 7, après c'est tombé par dizaines. Et les gendarmes débarquèrent un jour chez le bon docteur et l'ont conduit à Fresnes. Il sera dit que les plaignantes avaient toutes en commun d'avoir subi des abus pendant leur enfance. Ça veut dire quoi? Elles étaient toutes d'une particulière fragilité. C'est bien, monsieur le sexologue. Ça, c'est du médecin. Gilbert Torgmann est mort en 2009, avant son jugement. Il n'a pas été jugé, il est mort avant. Il était âgé de 81 ans. Il avait fait pendant près de 30 ans une brillante carrière de médecin du sexe, de sexologue. Vous allez dire que moi, si on avait pu savoir, si on avait pu savoir, ben je vais vous raconter une anecdote, je l'ai déjà racontée, je vous assure qu'elle me tient à cœur. Elle me tient à cœur, je vous la redis, enfin je vous la dis à vous, je la redis pour ceux qui ont déjà entendu. En 1969, il était déjà sexologue, mais pas encore le pape en la matière. Et il est venu dans mon lycée faire une conférence d'éducation sexuelle. Mai 68 était passé par là. Alors mai 68 passe, et septembre, octobre ou novembre 68, hop, conférence sur la sexualité par le bon docteur Torgmann à la médiathèque du lycée. Il était doux et souriant, il nous inspira confiance, et il parla de ce dont nous rêvions sans le faire. Ben oui, à cette époque-là, on rêvait de l'amour, mais on ne le faisait pas. On ne le faisait pas encore. Et il nous projeta des photos et des dessins explicites. Alors on était tous bouche bée. On a vu des sexes, des trucs. Moi, j'avais jamais vu de sexe, hein. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. J'avais pas de frère, donc... voilà. Et il avait son cabinet de gynécologie juste en face du lycée, au-dessus du café où nous faisions le monde après la classe. C'est-à-dire qu'il y avait le boulevard à traverser, et au-dessus du café où on allait le soir, toc, il y avait la plaque Gilbert Torgmann, gynécologue. Et nous, on savait qu'en plus, sexologue. Et il avait dit, si vous avez des problèmes dont vous voulez parler... Bon, alors moi, j'avais pas de problème sexuel, parce que j'étais vierge et mon amour également, donc j'avais pas de problème sexuel, mais j'ai été harcelée, battue, traitée de sale pute et fouettée par un père déchaîné, et je cherchais désespérément et éperdument un adulte à qui confier ma détresse. J'étais désespérée. J'étais désespérée de ce que je vivais. Et j'ai cru que le bon docteur allait être celui-là, c'est ce qu'il avait laissé entendre. Il n'avait pas dit si vous avez des problèmes sexuels, il dit si vous voulez parler. J'ai donc sonné chez lui un soir après les cours. Le bon docteur Torgmann, après s'être assuré de ma fragilité et de ma détresse, m'a plaqué contre le mur pour m'embrasser en m'empoignant les seins. Alors j'ai repoussé d'une ruade, je suis grande, vous avez peut-être remarqué, donc il n'a pas insisté, il n'était pas grand, j'ai réussi, il ne m'a pas violé, il n'a même pas essayé, il a quand même essayé de m'embrasser et il m'a blotté salement. J'étais suffoquée, indignée, trahie, furieuse, et j'ai juré qu'il n'emporterait pas en paradis.
Je suis retournée le voir en compagnie de mon amoureux, qui fut grandiose. Ça, c'est un des grands souvenirs de cette période atroce. C'était un jeune ouvrier seulement, âgé de 18 ans comme moi, une belle baraque d'1,90 m qui lui a passé un savon comme un gamin. L'autre, il était de plus de 20 ans son aîné, et il était fort de sa position sociale, il a bredouillé des excuses complètement crétines en regardant ses pieds rouges comme une pivoine. Alors, pour la petite histoire, l'amour en question, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Il y a j'ai quelques bons souvenirs de ma jeunesse quand même. Ensuite, j'ai prévenu ma mère. Et ma mère, elle a prévenu qui il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait. Ensuite, j'ai prévenu la directrice de mon lycée qui m'a reçu chez elle. Je lui ai téléphoné, je me suis payé le culot. Madame, je suis Marion Sigaud en terminale T. Je voudrais, T2, je voudrais vous parler. Elle m'a reçu. Elle m'a dit, oh, ma fille faisait une drôle de tête l'autre jour en venant chez lui. Elle avait compris. Et ensuite, j'ai prévenu le planning familial. Comment? Alors, le planning familial, on ne fréquentait pas, mais il y avait une gynécologue dans mon quartier qui s'appelait Madame Boutet de Monvel, qui était au planning familial, avec laquelle ma mère entretenait des relations de voisinage. Donc j'ai téléphoné à Madame Boutet de Monvel, c'était le planning familial qui nous avait envoyé le docteur Torgman. Donc écoutez, en décembre 1969, tout le monde était prévenu. Les parents d'élèves, le lycée, l'éducation nationale, le planning familial. Et ils ont fait quoi? Rien. Rien. Tout le monde savait, 5 ans avant la création de l'Institut français de sexologie, qui s'y vit toujours, que le docteur Torgman était un prédateur qui avait une préférence pour les femmes ou les jeunes filles en grande souffrance. C'était mon cas. Je suis arrivée en larmes. Je suis ressortie, j'avais la fumée qui me sortait des naseaux. Et il aurait pu, avant même de devenir le pape de la sexologie française, se faire radier de l'ordre des médecins et même mettre en prison. L'éducation nationale, l'ordre des médecins ont couvert et laissé faire. Moi j'appelle ça la trahison des élites. 1969. La trahison des élites a été mise à jour par Madame Judith Reisman. Elle est née aux USA en 1935, de parents juifs de gauche, également natifs américains. Donc elle, née en Amérique, de parents, père et mère, tous les deux nés en Amérique. Elle a vécu une jeunesse heureuse et sans histoire. À l'âge de 32 ans, elle a appris que sa fille aînée, Jenny, qui avait 11 ans, était violée depuis ses 10 ans, c'est-à-dire depuis 1 an, par le voisin du dessus, qui était âgé de 13 ans. Et qui lisait Playboy. Elle a appris d'un seul coup, d'un seul, que sa fille était violée et que les enfants violaient les enfants. Judith est tombée d'un seul coup dans le monde de fous créé par Alfred Kinsey. Elle est partie en guerre contre le mal absolu que d'aucuns appellent le diable. Il y a des gens qui disent le diable, ça en choque d'autres, ben trouvez un autre mot. Le mal absolu, je sais pas, le diable ça me va, pas la peine qu'il ait des cornes. Le mal en action, ça suffit à le définir. Et Judith est partie en guerre et elle ne lâcherait jamais. Elle a découvert, c'est elle qui a découvert que les rapports Kinsey étaient tous bidonnés. Les statistiques sur les avortements concernaient des prostituées. Vous faites des statistiques sur les avortements, vous mettez moitié de prostituées dans le panel et vous dites voilà combien d'Américaines avortent sur 100. Vous vous rendez compte? C'est totalement bidonné. Il a prétendu qu'un homme sur 10 pratiquait la sodomie et que 1 sur 3 avait essayé. Auprès de qui a-t-il fait son enquête? Il a mené son enquête pendant la guerre. Les hommes valides étaient en Europe. Alors il est allé interviewer qui? Il s'est rabattu sur ce qu'il a trouvé. Et il est allé notamment enquêter dans les prisons et dans les bars gays. Alors, imagine-t-on le sérieux de la statistique? Faire une enquête sur les pratiques sodomiques dans une prison, je ne sais pas si ça va vous donner quelque chose sur la nature de l'Américain moyen. C'est cette enquête qui a déclenché le mouvement gay, qui n'a jamais fait lui depuis et qui s'est toujours réclamé de lui. Le mouvement LGBT se réclame d'Alfred Kinsey et de son rapport. Des statistiques sérieuses établies depuis, ça je me réfère toujours à ce qu'a dit Judith Reisman, donnent en fait un chiffre maximum de 3% d'homosexuels sur une population donnée. Kinsey a mélangé les chiffres établis auprès de prostituées à ceux de mères de famille pour évoquer la fidélité féminine. Vous imaginez, on va enquêter sur la fidélité féminine et on va mettre 5 prostituées avec 5 ménagères. Il a interrogé des prisonniers pour crimes sexuels afin d'élaborer un tableau des pratiques sexuelles courantes. Les rapports Kinsey sont une imposture, un mensonge planétaire et un crime d'une ampleur sans précédent.
Les médias aux ordres, les agences de l'ONU, tous les programmes, la CIA et tous les gouvernements, la CIA et tous ceux qui lui sont soumis ont relayé l'imposture et l'université a pris le relais et passé le témoin. La mystification est totale. Elle s'articule autour du pire des mensonges de Kinsey, celui qui dit que les enfants sont sexuels dès la naissance. En 1981, Judith Reisman rejoignit ses enfants qui vivaient en Israël. Elle venait de divorcer. Ses filles étaient parties, elle avait 4 filles. Ses 3 grandes filles, puisqu'il en avait perdu une, sont parties vivre en Israël et elle a décidé, elle a pris ses paquets, elle est partie s'inscrire à l'université de Haïfa pour faire de la recherche. Alors en Israël, on peut faire ses études en anglais, il faut le savoir. Elle ne pipait pas un mot d'hébreu, Judith Reisman, j'en ai parlé avec elle, elle ne pipait pas un mot d'hébreu, mais elle pouvait faire ses études en anglais, elle pouvait faire ses recherches en anglais à l'université de Haïfa. Donc, elle avait passé, une fois qu'elle a eu découvert l'horreur du rapport Kinsey, pour pouvoir être utile, elle a décidé d'abandonner son métier et de faire un doctorat en communication. Donc elle est partie forte d'un doctorat. Elle est PhD, comme on dit en anglais. Donc elle est docteur en communication. Donc elle voulait faire des recherches, elle avait lu des centaines d'articles et de livres sur Kinsey et ses découvertes, et elle s'était focalisée sur un tableau faisant état des observations d'orgasme chez des enfants âgés de quelques mois à la fin de l'enfance. C'est-à-dire que Judith Reisman a lu et relu le rapport les 2 rapports Kinsey sont l'un la sexualité des hommes, la sexualité masculine, et l'autre la sexualité féminine. Dans le rapport sur la sexualité masculine paru en 1948, il y a au milieu un rapport qui relate les orgasmes des enfants de quelques mois à 14 ans. Et là, Judith a lu, relu et relu, et elle ne croit pas ses yeux. Et elle lui demande comment ils ont fait pour provoquer des orgasmes qu'ils ont dûment chronométrer, tous ces scientifiques du sexe, là. Ils disent des enfants, ils chronomètrent tant d'orgasmes, tant de minutes, etc. Mais vous avez fait comment? C'est quoi? Réponse du docteur Gebhardt, on a utilisé des techniques orales et manuelles. Et là, Judith crois qu'elle va tomber dans les pommes. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Je suis la seule à voir ce que je vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a marqué là? Elle rédige un rapport explosif intitulé « Le scientifique en tant qu'agent contribuant à l'abus sexuel sur enfants, un examen préliminaire de possibles violations d'éthique ». Et elle va présenter ce rapport au 5e congrès mondial de sexologie qui se tient précisément à Jérusalem cette année-là, le 23 juin. Tout le Gotha sexuel mondial, sexologue, pardon, le Gotha sexologue mondial est là, chercheurs, médecins, psychothérapeutes, conseillers, etc., etc. Tout le monde est là. Angleterre, États-Unis, France, Danemark, Israël, Norvège, Canada, Écosse, Pays-Bas, Suède, et j'en passe. Ils sont représentés par leurs plus grands chercheurs en sexualité. Les sexologues sont là, et Judith Reisman va s'adresser à eux. Elle lâche une première bombe. La salle est comble, tout le monde est présent, tout le monde se presse. Et là, elle projette le tableau du rapport Kinsey faisant état des orgasmes observés sur au moins 317 nourrissons, petits-enfants et préadolescents. 317. Elle précise que le rapport, alors vous avez compris, technique orale et manuelle, je ne vous fais pas un dessin, elle précise que le rapport faisait état d'évanouissement, de cris, de pleurs, de convulsions, tous répertoriés comme orgasme. Et elle s'exclame, seul un pervers, un sadique peut appeler ça du plaisir, quand ce sont manifestations des réactions de terreur et de souffrance. Elle conclut que l'honorable docteur Kinsey était un psychopathe. Puis elle lâche une deuxième bombe. Des universitaires ici présents, et elle les pointe, comme sexologues respectés, sont employés comme consultants dans des magazines de l'industrie du sexe qui font la promotion du sexe avec les enfants. Je reformule. Le congrès accueillait des sexologues se rendant complices de propagande pédophile dans les magazines comme Playboy, Penthouse. Ils y parlaient de sexe intergénérationnel, pour parler de pédophilie, ou de sexe en famille, pour parler de l'inceste. Ça fait plus scientifique. Le conseil d'administration du Forum Penthouse, dit Judith, se ressemble au who's-who de la sexologie, c'est-à-dire que les sexologues et les industriels du sexe siègent dans les mêmes conseils d'administration. Ça vous dit quelque chose? Et même les très sérieux Masters & Johnson, vous avez entendu parler certainement plus de Masters & Johnson que de Kinsey. Pourquoi? Parce que Kinsey, le rapport Kinsey n'est pas arrivé directement en Europe, c'est Masters & Johnson qui sont arrivés. Mais Masters & Johnson était de la bande à Kinsey.
Et ils ont également été financés par Playboy. L'Institut pour la recherche sexuelle était également financé par Playboy. Et cet Institut pour la recherche sexuelle qualifie ouvertement l'inceste de variation sexuelle, au même titre que la pédophilie ou le sadomasochisme. Un évident conflit d'intérêts d'éthique scientifique, conflit d'intérêts violait l'éthique scientifique et était la source d'une désinformation active par un puissant lobby pédophile. Une telle trahison discréditait toute la communauté scientifique qui ne le dénonçait pas. Et elle a lâché ça à un congrès de sexologie. Enfin, elle a lâché son troisième scud en appelant à une enquête et à une action en direction de la défense des enfants. Je voudrais que vous écoutiez bien l'appel de Judith Reisman de 1981. Elle en a relancé un autre en ma présence. J'étais là en 2014. Écoutez bien, cet appel n'a jamais été suivi des faits, il est encore valide. Je demande instamment que tous les travaux du groupe Kinsey et de l'Institut de recherche sur le sexe soient réexaminés par un tribunal international. Je demande instamment une enquête similaire sur les violations de l'éthique commises par les universitaires qui valident les produits manifestement misogynes et pédophiles de l'industrie du sexe. En tant que scientifique, il semblerait que notre tâche soit d'aider à rediriger la société vers le chemin de l'amour intégré et de la dignité humaine, le chemin vers la vie. Merci Judith. Sa sortie fut accueillie par un silence de mort. Un journaliste suédois s'est emparé du micro et s'est mis à crier. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Cette femme vient de lâcher une bombe atomique dans cette salle et vous n'avez rien à demander, mais rien à dire, mais bougez-vous. En grommelant, c'est même pas vrai, le président arrêta là la séance. La directrice de l'éducation sexuelle en Suède s'est approchée de Judith et lui a dit à l'oreille qu'elle était très très choquée en effet qu'on ait utilisé ses enfants sans leur consentement. Parce qu'avec leur consentement, elle était d'accord, y compris avec les parents. Non, attendez. Sous le choc, Judith a quitté le congrès comme une pestiférée. Elle venait de comprendre. Toute la sexologie, toute la politique mondiale en faveur de la libération sexuelle, de la promotion de l'homosexualité, de l'éducation sexuelle à l'école, de la sexualisation des enfants et du reste relevait sans l'ombre d'un doute des travaux frauduleux d'un psychopathe soutenu par des pédophiles. Tout le monde universitaire lui avait emboîté le pas. Les médias à la botte avaient suivi. Personne ne voulait remettre Kinsey en cause. La sortie de Judith Reisman au 5e congrès de sexologie de Jérusalem ne fut suivie d'aucune remise en question. Kinsey était et resterait la référence dans le monde entier. Et elle l'est encore. Existe-t-il une chance pour que tous les sexologues de France et d'ailleurs n'aient jamais entendu parler de Judith Reisman? À votre avis? Qu'ils n'aient jamais eu la curiosité de lire ses livres? À votre avis? N'aient jamais envisagé de la faire traduire en France? À votre avis? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit moi, Marion Sigaud, qui la fasse venir en France, qui lui trouve un éditeur, un traducteur, et qui la fasse publier? Judith Reisman est publiée en France. Elle a été dans la seule maison d'édition d'Alain Soral. Pourquoi lui? Parce qu'il est le seul à avoir dit oui. Non, il n'est pas le seul, il est le premier. Les éditions de Saint-Rémy ont suivi. Et c'est pas bien. Pourquoi pas le faire avant? Pourquoi a-t-il fallu que moi je me déplace? J'ai rencontré Judith, nous sommes devenus amis, vraiment amis. Une amitié qui a duré peu d'années, une amitié très intense. Et je lui ai dit, je te ferai traduire en français. Elle m'a dit, jamais personne n'a voulu. C'est fait, c'est chose faite. Ces 2 livres, ils sont encore disponibles. Et depuis qu'elle est disponible en français, alors il y a eu trois éditions, 2016 chez Contre-Culture, 2017 pour un autre livre, c'est des bons ces livres, c'est extraordinaire. 2017 aux éditions de Saint-Rémy, et 2021, c'est un texte qu'elle m'a envoyé à moi, qui faisait une centaine de pages, disons, ça serait plutôt 130 pages en format livre, que j'ai fait traduire par un pool de traducteurs, enfin on s'y est collé pendant 2-3 mois, avec des volontaires, on s'est lu, relu, enfin c'est moi qui ai fait l'édition de ce truc, et on l'a mis sur la toile. Donc, les travaux de Judith Reisman sont disponibles en français à l'heure actuelle, quoi qu'on en dise. Et depuis ça, combien avez-vous entendu de ces éminents sexologues qui se sont exprimés sur le sujet? On attend toujours. Alors tout ça, ça a donné la révolution sexuelle mondiale. Alors c'est quoi la révolution sexuelle mondiale? Eh bien, c'est le sexe sans valeur, sans interdit, sans émotion. Le sexe avec Kinsey qui veut faire tomber toutes les barrières interdisant le sexe avec les enfants et le sexe aux enfants.
La révolution sexuelle est, de toute évidence, financée par l'Institut Rockefeller aux moyens illimités. Ça a été promu dans le monde entier par la CIA et une presse aux ordres. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une presse aux ordres au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, un certain Friedrich von Balusek, un Allemand, abusa de quantité d'enfants dans un camp de concentration polonais, dont il était directeur. L'affaire fut révélée en 1957, c'est-à-dire au lendemain de la guerre, personne n'a rien su. En 1957, le même Friedrich von Balusek a violé et tué une petite fille de 11 ans. Il y a eu un procès qui a fait découvrir tous les crimes qu'il avait commis pendant la guerre, pendant qu'il dirigeait un camp de concentration en Pologne. Et on a découvert qu'il avait entretenu une correspondance soutenue avec Alfred Kinsey, à qui il envoyait ses expériences. Vous comprenez comment Alfred Kinsey sait que les enfants jouissent? Parce qu'un pédophile dans un camp de concentration lui explique. C'est pas une source, ça? C'est pas de l'information, c'est pas de la science, ça? Eh bien, alors que la presse allemande s'est soulevée d'indignation en découvrant la collusion entre le pédophile nazi et le chercheur américain connu comme le Loup Blanc, la presse américaine a réussi à ne pas en souffler mot et elle a continué comme devant à promouvoir le bon docteur. Pas beau la liberté de la presse. Cette révolution sexuelle est justifiée par toutes les agences de l'ONU. L'OMS, au titre de la santé sexuelle, l'Organisation mondiale de la santé, elle promeut la santé sexuelle pour tous. Vous jouissez bien, vous êtes en bonne santé sexuelle. Puis prouvez-moi que vous jouissez bien. Excusez-moi, mais la science, c'est ce qui est reproductible. Je ne sais pas qui est-ce qui peut observer. C'est ahurissant. C'est ahurissant. L'UNESCO pour l'éducation et la sexualité dès le berceau. L'éducation à la sexualité dès le berceau. L'UNICEF, comme je vous ai dit, pour promouvoir la pornographie pour les enfants. Et enfin, le Conseil économique et social qui donne à l'Institut Kinsey un statut consultatif depuis juin 2014. Le planning familial, qui est une organisation américaine, qui promeut tous azimuts l'avortement dont il fait un juteux trafic d'organes et de collagène. Collagène, les produits de beauté. Les fœtus, ça rapporte, ça paye. On tue des bébés pour avoir des crèmes de beauté. Et pas que. Le planning familial a mis au point une charte des droits sexuels, qui est une véritable charte du droit de jouir sans entrave, sans s'embarrasser de morale de bébé, de normes, de règles, de limites. Mieux, le premier de ces droits est celui, prévenez-vous bien, de jouir d'une sexualité séparée de la reproduction et d'une reproduction séparée de la sexualité. Mais à quel titre? À quel titre? Jouir sans entrave et faire des bébés en utérus artificiel. Conclusion. Vous avez un sexe, c'est pour jouer avec, uniquement. Le reste, il y a la chirurgie. L'Europe et le gouvernement français également contribuent. Ils imposent une sexualisation obligatoire dès l'école maternelle. Ils font croire aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe. Ils imposent aux tout-petits des spectacles abominables de laideur, présentés par des drag queens. Ils font l'apologie de l'homosexualité. Tous azimuts, ils font l'apologie de l'homosexualité. Et en même temps, ils interdisent aux parents d'exercer leur autorité. Que vont devenir les enfants gavés de sexe et de pornographie à l'école, sur le portable et à la télé? Le taux de maladies sexuellement transmissibles a littéralement explosé partout dans le monde alors qu'on avait annoncé qu'il allait baisser. Des jeunes filles sont sujettes à des infections urinaires impossibles à guérir et stérilisantes. Des gamines, des ados ont des infections urinaires impossibles à soigner. Presque disparue, la syphilis a fait un retour en force. Stimulés sexuellement par un véritable harcèlement, les élèves ne peuvent plus se concentrer ni penser à autre chose. A-t-on remarqué combien d'entre eux ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter? Ils sont incollables en capotant. Eh bien, c'est depuis que le sexe a fait son entrée à l'école. Il y a une explosion de maladies, de crimes sexuels et de désespoir chez les jeunes. Les naissances hors mariage ont explosé. La pornographie a explosé. Elle est de plus en plus violente, sadique et meurtrière. Les avortements se font en douce à l'infirmerie de l'école. Des enfants violent des enfants. Un garçon de 13 ans a témoigné qu'il a violé sa petite camarade en sortant d'un cours d'éducation à la sexualité qu'il avait eu à l'école.
Des jeunes filles se plaignent de la pression qu'on exerce sur elles à l'école pour qu'elles couchent, alors qu'elles, elles voudraient attendre l'amour. La quoi? Mais elles sont folles! Hop. Vous imaginez la pauvre gamine qui dit « Mais moi je voudrais l'amour », mais t'es dingue! Il n'est jamais question d'amour. Un prof a dit à la fille de mes amis que l'amour était un mensonge inventé pour justifier l'activité sexuelle, qui n'avait pas besoin de ça. Un prof de littérature. Au cœur de ce dispositif de destruction, vous avez l'invasion pornographique. Les chiffres donnent le tournis. Moi, j'ai relevé des chiffres, je ne peux pas vérifier, c'est tellement énorme, c'est tellement gigantesque, que je vais me couvrir de ridicule si c'est pas avéré, quoi. Mais c'est vertigineux, le nombre d'heures de visionnage de pornographie dans le monde, c'est monstrueux, avec Internet, c'est devenu gratuit, non? C'est devenu gratuit. Avant, on payait pour avoir du porno, maintenant, avec les systèmes de visionnage qui entraînent les visionnages, c'est payé par la publicité, donc c'est gratuit, c'est partout. La conséquence directe de cette invasion pornographique, c'est une vague inouïe d'impuissance. On ne fait plus l'amour, on décharge dans son coin et on ne rencontre plus personne. On regarde du porno, on est excité, on tire dessus et on passe à autre chose et on recommence. Une fille passe, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus. Les parents qui semblent s'opposer à ce raz-de-marée sont décrétés maltraitants et opposants aux droits sexuels inaliénables de leur progéniture. Eh bien, on retire les enfants aux familles à tir-larigot. C'est monstrueux. Une plainte, un signalement, les gendarmes débarquent, on vous prend votre gosse. Et puis battez-vous pendant 5 ans pour le retrouver. Dans 5 ans, il ne sera plus un gosse. Judith a fait des recherches sur le cerveau qui montrent que le cerveau d'un humain n'atteint sa maturité qu'après 20 ans. Elle n'a pas fait des recherches sur le cerveau, elle a lu quantité de recherches sur le cerveau. Ça veut dire que tout ce qui est introduit dans le cerveau du jeune avant 20 ans ne peut être assimilé avec le recul nécessaire. Quand la majorité était à 25 ans, c'était pas si absurde. Maintenant, on a le droit de vote à 18 ans, et ça sert à quoi et à qui? Eh bien, je vais vous expliquer. Ça sert à alimenter la notion aberrante des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est une horreur. C'est le droit d'échapper à la tutelle parentale, seule autorité légitime, susceptible de protéger l'enfant. Le droit de l'enfant s'oppose à l'autorité parentale. Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, il nous avait prévenu. Vous savez qu'il a dit, Aldous Huxley, c'est un programme, Le meilleur des mondes. C'est pas un cauchemar, c'est pas un conte, c'est un programme. C'est le programme qui se déroule. Et il a écrit dans Le meilleur des mondes que pour qu'un humain soit un parfait consommateur, son rapport à l'autre doit en être de consommation. Je désire, je prends. Selon Huxley, la maturité consiste à désirer et attendre. L'enfant, il veut, il prend. L'adulte, il veut, il envisage, il se pèse, il prend son temps. La maturité consiste donc à désirer et à attendre, et la passion s'éveille alors et donne une signification à l'acte sexuel. Afin de rendre la passion impossible, il faut réduire l'intervalle entre l'apparition du désir et sa satisfaction. Et grâce à ça, on se préserve des émotions fortes. L'émotion viendra dans l'attente, dans l'imagination, dans le recul qu'on prend. Aussi, si les enfants de cette société sont conditionnés à s'adonner au sexe élémentaire, c'est-à-dire au sexe tous azimuts comme on le voit maintenant, c'est parce qu'en les habituant au plaisir purement génital, on prévient le désir qui ne surviendra en principe que plus tard. C'est-à-dire que la sexualité se trouve orientée et biaisée, elle devient purement génitale puisqu'elle a supprimé l'étape du désir de l'autre, de l'émoi, du trouble, étape nécessaire pour que la sexualité soit vécue comme un rapport privilégié à l'autre. L'intimité est la rencontre de deux intériorités. L'intériorité se construit dans le calme, la solitude, par les pensées et les rêves. Or, on fait tout pour empêcher qu'un individu ait de l'intériorité. La solitude est proscrite, parce que les jeunes maintenant ne sont plus seuls, ils ont leurs écrans qui les habitent, qui les envahissent. La réflexion aussi, il ne doit pas y avoir de sentiments. Dès lors, la sexualité est ravalée au rang de loisir et de divertissement. Conclusion, on en est là.
Le rapport sexuel n'est plus la rencontre de deux désirs, de deux personnes qui se sont approchées, attendues, conquises, respectées. Ce n'est plus l'explosion de bonheur partagé qu'on éprouve avec ses cinq sens, c'est la décharge désincarnée d'une pulsion purement génitale à partir du processus suivant, et ça c'est le processus Kinsey, stimulus, réaction génitale et soulagement orgastique. Ni l'amour, ni la personne, ni même les émotions n'y ont plus leur place. Et c'est ça qu'on promeut à l'école. L'éducation sexuelle à l'école détruit l'autorité parentale. Elle donne aux enfants des codes qui ne sont pas ceux de la famille. C'est un véritable travail de ça. Vous savez, on vous dit ça, mais répétez pas ça. Votre père, il ne sera pas d'accord. Comment vous faites pour supporter une telle dissonance? C'est épouvantable. Si les enfants ont droit au sexe, à la jouissance sans frein, les interdits parentaux sont vécus comme un abus de droit. Des plaintes contre les parents vont être considérées recevables. Je crois que ça a commencé. C'est l'horreur des droits sexuels. J'ai vu passer le récit d'un père terrorisé par son enfant de 11 ans qui hurle, l'insulte, le menace avec une grossièreté inouïe. Ce gosse n'a plus aucune limite ni aucun respect, c'est devenu un monstre. Et le père est terrorisé. Le but de la vie, c'est de se perpétuer. Chez l'humain le plus évolué du règne animal, la vie se reproduit par le sexe. Mâle plus femelle égale bébé, 1 plus 1 égale 3. C'est comme ça, c'est la nature qui l'a voulu. Et le plaisir est le moyen de cette perpétuation. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de vie. Le plaisir est le moyen que Dieu nous a donné pour perpétuer la vie. Est-ce qu'on mange pour le plaisir ou pour se sustenter? Sans plaisir, il n'y a pas de vie. Si on n'avait pas de plaisir, on mourrait de faim. Donc le plaisir est effectivement essentiel. Et comme moyen, ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est la vie. Le nouvel ordre mondial a fait un but en soi du plaisir qu'il a complètement déconnecté de sa raison d'être. C'est le renversement des valeurs. C'est ça. C'est le plaisir déconnecté. Le plaisir déconnecté, c'est toujours appelé la luxure. La luxure. Donc on renverse tout en prétendant que la religion interdit le plaisir. Et croyez-moi, dans toutes les déclarations des droits sexuels, ils tirent à boulet rouge contre toutes les religions, qui sont unanimes à dire que le sexe doit être maîtrisé. Donc la révolution des droits sexuels pourchasse la tradition et les religions comme s'opposant au sexe. Il ne pourchasse pas que les religions, également la tradition, au nom de la science. Or, les religions s'opposent à la luxure qui est la recherche du plaisir sans l'amour. Ce sera donc l'amour ou la luxure. Et Judith Reisman a fait un magnifique article qui s'appelle « L'amour ou la luxure ». Ce sera l'un ou l'autre. Figurez-vous que William Shakespeare a très bien expliqué la chose en 1593. Il a écrit « L'amour est apaisant, comme le soleil après l'orage. La luxure est le contraire, elle est comme une tempête après le soleil. L'amour est frais et doux comme le printemps. On ne peut pas avoir trop d'amour. La luxure est toujours excessive. L'amour est la vérité pure. La luxure est construite sur des mensonges. » En 1609, le même William Shakespeare, la perspective de la luxure rend malhonnête, meurtrier, violent, sauvage, grossier. La recherche de la luxure rend fou. Sa satisfaction rend fou également. Elle donne un bonheur fugace suivi d'un vrai chagrin. Elle est le paradis qui conduit à l'enfer. Et en 1619, il disait « Le meurtre est aussi proche de la luxure que le feu l'est de la fumée. » Toute la révolution sexuelle a consisté à remplacer l'amour par la luxure et d'en faire un enjeu social étalé en public, promu, relevant de la loi, de la norme, du spectacle, de la violence, de la laideur et de la mort. Il est temps que le sexe reprenne la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, celle de l'espace sacré, du couple et de l'intimité. Je vous remercie.